Bonjour à tous, bienvenue sur CryptoForce. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Écoutez, aujourd'hui, nous allons parler de la fin du dollar qui est amorcée. Donc, je le dis souvent dans mes vidéos, mais là, ça va aller de plus en plus vite et vous allez voir pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Donc, tout est parti en fait de la rencontre entre Xi Jinping, le président chinois, et Vladimir Poutine, le président russe, qui s'est fait il y a quelques jours. Et justement, au sein de cette réunion, donc ça a été filmé, hein, donc on a eu des petits passages filmés entre des propos échangés entre Xi Jinping et Vladimir Poutine. Et il a été question justement de la place du dollar au niveau des échanges commerciaux mondiaux, mais surtout entre la Chine et la Russie. Et également du pétrodollar. Et donc, ce qui était aussitôt dit, je ne vous veux pas de spoiler, hein, dans cette réunion, c'est justement bien, la fin de l'utilisation du dollar au niveau des échanges commerciaux entre la Chine et la Russie. Donc, le but de cette vidéo, c'est justement de vous préparer dans un premier temps, de vous parler, de vous raconter qu'est-ce qui s'est exactement passé, qu'est-ce qui s'est échangé dans cette réunion et qu'est-ce que ça va impacter derrière pour la suite pour l'Occident, évidemment. Ensuite, par là, eh bien, comme je vais aller beaucoup plus loin, parce que là, on parle d'un symbole visible de cette rencontre, mais moi, je vais essayer d'aller beaucoup plus loin et c'est pour ça que je vais parler des chiffres, notamment de la place des échanges commerciaux en termes de volume de la part de la Chine et de la Russie au niveau mondial. Je vais parler des exportations, des importations, en tout cas de la place au niveau des volumes d'échanges. Je vais également parler de la production des pays, parce que c'est vrai on parle beaucoup de la place du dollar, il domine, etc. Mais demain, je ne suis pas sûr que ce soit le cas, et justement à cause, vous allez voir des volumes de production, des technologies, enfin, toute cette place-là, des exportations et des importations au sein des pays, enfin, vous allez voir que c'est assez flagrant quand même les différences. Et enfin, je finirai également par la place de la réserve, je trouvais les chiffres également au niveau des volumes de réserve au niveau des banques centrales dans les devises étrangères. Vous savez que les banques centrales possèdent beaucoup de monnaie étrangère, c'est d'ailleurs ce qui a conduit la Suisse, là, la Banque nationale de Suisse, à avoir 133 milliards de pertes parce qu'elle avait trop de devises étrangères dans son portefeuille et tout comme tout ont chuté en 2022, ben, elle s'est retrouvée avec des pertes. Bon. Et donc, justement, toutes les banques centrales ont des devises étrangères et surtout du dollar. Et donc, j'ai les chiffres depuis 22 ans, justement, l'évolution, la tendance de ce volume de détention des banques centrales en dollars, mais aussi en euros et toutes les devises étrangères au niveau mondial. Et on va voir la tendance et vous allez voir, ça aussi, c'est assez flagrant, assez intéressant pour annoncer justement la fin du dollar. Et enfin, je finirai sur une petite conclusion comme d'habitude. Voilà, donc si vous êtes chaud, moi je vous invite à vous installer confortablement dans votre canapé, sur votre chaise, voir un petit café, un petit sandwich, et puis c'est parti, et puis sinon on passe au trailer. Effectivement, j'ai fait mon article sur cryptoforce.fr comme d'habitude, donc la fin du dollar amorcée de toute évidence, parce que là vous voyez on a un petit combo hein, avec la Chine et la Russie qui ont quasiment, je dis bien quasiment déclaré une alliance hein, officielle, du moins très symbolique, le 20 mars 2023 au moment de leur rencontre. Je vous passe la petite vidéo digne on va dire des meilleurs films, parce que là vous allez voir le protocole, c'est quand même assez même spectaculaire, hein, on va voir, et aussi très respectueux, étonnamment dans des pays enfin, qu'on traite comme des dictatures. C'est ça qui est aussi intéressant à voir. Donc je vous montre le passage déjà de cette petite vidéo d'introduction. Donc les crédits, donc c'est Esmotri Media.
au niveau de la source. Le tweet, vous avez, c'est de Big Boss. Et donc, c'est vrai qu'on peut dire ce qu'on veut de ces deux pays, c'est des dictatures, mais en tout cas, dans le sens du protocole et également du respect. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve de moins en moins, le respect en Occident, il faut le noter, et pourtant, nous sommes qualifiés de dictature. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve quand même dommage à titre personnel. Bon, si on continue, donc déjà, j'ai un autre tweet là également, donc de ESL Canton, qui justement montre le petit passage. Alors, je vous le montre, c'est sous-titré anglais, mais je vous ferai la traduction juste après, ne vous inquiétez pas. Donc, je vous montre Я уже le passage. говорил, уже 2/3 товарооборота между нашими странами осуществляются в рублях и юанях. За использование китайских юаней в расчетах между Российской Федерацией и странами Азии, Африки, Латинской Америки. Voilà, donc le crédit, c'est également c'est Victop55 qui a fait les traductions en anglais, évidemment. Voilà, donc je vous fais la traduction en français de CCG et ça a été très bon révélateur. Hein. Donc là, lors de cette rencontre, Vladimir Poutine a tout simplement déclaré à Xi Jinping, devant tout le monde, que les 2/3 des échanges commerciaux entre la Chine et la Russie s'effectuaient déjà en roubles et en yuan. Il n'y avait plus question de dollar. Donc déjà, ça veut dire que là, la Chine et la Russie, ils ont déjà mis le dollar de côté, mais ils souhaitent durcir la chose et supprimer totalement le dollar de leurs échanges commerciaux déjà entre eux. Ensuite, donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que là, Vladimir Poutine, ça c'est encore plus, c'est vraiment ça qui est révélateur, que Vladimir Poutine, et je pense que même Xi Jinping était surpris, c'est qu'il a déclaré que la Russie, enfin que Vladimir Poutine, hein, souhaitait faire en sorte que le yuan soit utilisé dans les échanges commerciaux entre la Russie et tous les autres continents. Donc quand il dit les autres continents, il parle de l'Amérique latine, des pays d'Afrique et même des autres pays d'Asie. Donc ça veut dire quoi? Quand on lit entre les lignes, ça veut dire que la Russie ne propose même pas d'utiliser le rouble pour tous les autres échanges commerciaux, il propose d'utiliser la monnaie, la devise d'un autre pays. Donc ça c'est assez flagrant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Russie se met derrière la Chine. Donc là, implicitement, Vladimir Poutine a quasiment déclaré, ok la Chine, nous on vous suit, on est derrière vous, et allez à Jacques Taès, quoi, en gros. Et même, j'ose pas le dire, mais peut-être même une sorte de déclaration de vassalité économique. Je dis bien économique, hein. Mais on le voit bien parce que là, c'est quand même surprenant que la Russie, qui possède le monopole énergétique, ne propose pas le rouble. Ce serait l'intérêt de son pays. Il propose le yuan. Donc là, ça a vraiment une connotation bien plus que symbolique. C'est que là, on remarque déjà qu'on a deux pays qui sont en alliance économique, mais je dirais presque farouche. C'est encore plus fort qu'une signature sur un papier. Bon, donc le message est clair, on l'a compris, la Russie est avec la Chine. Ça c'est clair. Bon, maintenant, j'ai passé à tout ce qui est les plus gros échanges commerciaux mondiaux. Là, je voulais analyser un peu la place pour la Chine et la Russie. Donc, effectivement, donc je me suis basé sur les données de la Banque mondiale, donc .org, comme vous pouvez le voir, et je me suis basé déjà sur les exportations. Donc déjà, on peut voir l'évolution, comme vous pouvez le voir, au niveau mondial, en dollars, vous voyez, et depuis 1960. Et donc on voit que il y a eu vraiment une explosion de la mondialisation, hein, on peut dire comme ça, au niveau des exportations de marchandises au niveau mondial. On voit qu'on est passé de 122 milliards à 22 000 milliards. Truc de fou, en l'espace de 60 ans. Et donc, ce qui se passe là, c'est que j'ai les chiffres, donc le top 10 des plus gros exportateurs mondiaux, et devinez qui est en tête, eh bien c'est la Chine. La Chine a tout simplement 363 milliards de volume en termes de dollars d'exportation. Et pour vous donner un ordre d'idée, les États-Unis sont derrière, deuxième position, et ont 2 fois moins de volume d'exportation au niveau des marchandises. C'est quand même assez fou la différence. Donc là, on voit que la Chine, elle explose les compteurs, elle domine largement en fait le commerce mondial au niveau des exportations. Et après, ce qui est intéressant de noter également, c'est qu'après, une fois on fait le point sur la Chine et les États-Unis, qui sont top 1, top 2, effectivement, derrière que vous avez l'Allemagne, un pays européen, vous avez les Pays-Bas, le Japon, qui est un pays occidental, hein, sans être occidental au niveau géographique, mais au niveau de la mentalité et des alliances, il est occidental, le Japon. Vous avez effectivement Hong Kong,
on va dire, qui est entre les deux, hein, parce qu'Hong Kong n'aime pas trop la Chine, on le sait avec les révolutions qu'il y a eu là-bas. Vous avez la République de Corée, donc j'imagine que la Corée du Sud, donc Corée du Sud pareil, Occident, Italie Occident, France Occident, Belgique Occident, Canada Occident, Mexique, Amérique latine, et Russie en 13e position, qui est là, et après vous avez le Royaume-Uni Occident. Bon. Je passe maintenant aux importations, pareil, donc les importations, je vous rappelle que c'est quand un pays importe des marchandises, achète des marchandises à l'étranger. Et donc là, pareil, vous avez une explosion, même chose, en termes de milliards par rapport à 1960. C'est assez flagrant. Et regardez, pareil, qui est en tête, c'est les États-Unis, mais pas de beaucoup devant la Chine. Donc la Chine également est une très grosse importatrice de marchandises, mais elle est derrière les États-Unis quand même. Ensuite, encore en troisième position, vous avez l'Allemagne, et là on retrouve toujours les mêmes, le Japon, les Pays-Bas, la France, Royaume-Uni, Corée-République, vous avez l'Inde. L'Inde arrive dans le top 10, vous voyez, là c'est intéressant. On va parler de l'Inde, parce que l'Inde c'est un cas spécifique quand même au niveau géopolitique. Et après vous avez l'Italie, le Mexique, la Belgique. Enfin, vous avez beaucoup, et la Russie est en 20e position sur les échanges en termes de volume au niveau des importations. Et donc là, on remarque quoi? Déjà, si on prend un peu de recul sur ces données, on remarque que vous avez dans ces top 10, même top 20, les trois quarts, c'est des pays occidentaux. Donc on voit bien que en fait l'économie, la dominante du dollar, la dominante de l'euro au niveau mondial, elle n'est pas étonnante. C'est parce qu'en fait tous les pays occidentaux dominent les volumes, les marchés mondiaux en termes de volume d'échange, importation et d'exportation. Donc c'est pour ça en fait qu'ils sont aussi forts, enfin, entre guillemets, au niveau économique, c'est pour cette raison-là. Maintenant, je me suis intéressé à l'avenir. Quand on voit que la Chine, par exemple, l'Inde, tout ça, sont des pays en développement. Donc je me dis, mais quelle est la proportion, l'évolution pour la suite de ces pays-là par rapport à des pays occidentaux qui, eux, ont déjà, et on l'a vu au niveau des courbes énergétiques, par exemple, qui consomment de moins en moins, enfin, ils sont très stables, tous ces pays occidentaux, au niveau énergétique, alors que, à l'inverse de la Chine et de l'Inde, qui continuent justement de se développer, sont des pays en développement, eh bien, leur courbe énergétique est en constante croissance au niveau de demande du pétrole, d'énergie, etc. Et ça explique d'ailleurs pourquoi ils se jettent autant sur le pétrole russe en 2022 quand ça a été un prix discount. Bon, en petit aparté, mais en tout cas, ça montre une chose, c'est que tous ces volumes-là, par exemple pour la Chine, c'est rien comparé à peut-être au moment où la Chine atteindra son apogée, comme l'a fait les États-Unis dans son temps, l'Europe dans son temps, etc. Donc ça veut dire que c'est pas fini cette courbe, ça veut dire que la Chine va continuer d'accroître ses volumes d'exportation et d'importation. Et je ne serai pas étonné dans les temps qui viennent, la Chine dépasse les États-Unis en volume, en termes de volume d'importation. Voilà. Et donc là, c'est pour ça que je vous montre des articles sur lesquels je me suis basé. Et donc là, j'ai un article de la Banque du Canada, donc c'est une revue de presse qui date de 2005, de printemps 2005, c'était il y a plus de 20 ans quasiment. Et là, vous voyez, c'était quoi à l'époque déjà? Le processus de croissance à long terme de la Chine et c'est retombé sur le Canada. Et là, il parle donc dans ce petit pavé que je vous invite à voir, c'est en français, donc n'hésitez pas. Eh bien, justement, de la place qu'aura la Chine dans 20 ans, c'est-à-dire aujourd'hui, parce qu'à l'époque, c'était en 2005. Et il disait exactement, justement, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que la Chine est en train de dominer, notamment même de bouffer le commerce mondial au point que son PIB est en train d'atteindre le quart, justement, du volume d'échanges commerciaux mondiaux. Incroyable. Et donc, ben, ils avaient raison, en tout cas, en 2005, c'était des visionnaires, ces gens-là. Ensuite, j'ai un autre article que je vous montre, donc aa.com.fr, c'est la source. Donc là, vous voyez, la demande croissante de la Chine et la baisse de l'indice du dollar américain hisse les cours du pétrole. Donc c'était au 7 mars 2023. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est que la Chine continue en fait d'augmenter ses besoins en termes d'énergie. Et ça va être important, vous allez voir pour la suite quand on va analyser la place de cette alliance entre la Chine et la Russie au niveau de ses besoins de ressources. Et donc, je continue. Maintenant, on va parler un peu de l'Inde. Et c'est vrai que l'Inde, c'est un cas vraiment spécifique. Donc là, j'ai un article de, voilà, de l'Express.fr, Guerre en Ukraine, le jeu d'équilibriste de l'Inde, prise entre la Russie et l'Occident. Et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'Inde, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des tensions énormes entre la Chine et l'Inde. Notamment, par exemple, je crois dans l'Himalaya, il y a souvent des conflits à la frontière pour des petites portions de terrain.
Et vous avez souvent des morts tous les ans entre des soldats hindous, enfin, on dit ça, et des soldats chinois qui se battent en plus à main nue, parce qu'il y a un complexe, c'est démilitarisé. Et donc ils se battent à main nue, mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même des morts tous les ans. Et donc ça fait que là, il y a une grosse tension entre la Chine et l'Inde, et surtout ils savent qu'ils sont en concurrence quelque part au niveau de, peut-être de l'Indonésie, Asie. Et donc ce qui se passe, c'est que l'Inde a tendance à se rapprocher des États-Unis, effectivement, en termes notamment de son récent partenariat au niveau des puces électroniques, des composants technologiques, etc. Mais de l'autre côté, elle est obligée également de se rapprocher de la Russie, parce que la Russie, justement, eh bien, a les plus grosses ressources quasiment derrière les États-Unis au niveau énergétique. Et là, les États-Unis n'ont pas assez de ressources pour alimenter à la fois l'Europe, parce que l'Europe, je rappelle, comme elle s'est désolidarisée de la Russie avec les sanctions, eh bien, n'a plus du tout de ressources énergétiques. Et donc, c'est les États-Unis qui doivent compenser ce problème. Mais du coup, ils ne peuvent pas à la fois perfuser énergétiquement l'Europe et perfuser énergétiquement l'Inde. Donc, l'Inde doit forcément retrouver des ressources énergétiques ailleurs. Et le seul ailleurs qu'il y a, c'est la Russie. Donc, ça veut dire que l'Inde est un peu prise entre tous les feux. Et je dirais que c'est même plus un deuxième. Enfin, elle est pas vraiment dans le camp des BRICS. Enfin, on le voit aujourd'hui avec justement à cause de cette tension avec la Chine, mais elle n'est pas non plus dans le camp de l'Occident parce que justement elle a besoin du pétrole et de l'énergie russe. Et donc ce qui se passe, c'est que là, l'Inde va forcément jouer sa carte de ses besoins, et ses besoins, ce sera de justement, comme c'est un pays en développement, on l'a vu avec sa courbe de croissance comme la Chine, eh bien, plus elle se développe et plus elle a besoin d'énergie. Et donc, l'Inde, je vois mal comment elle ne pourra pas se rapprocher de plus en plus de la Russie pour bénéficier de son pétrole, de son gaz naturel. Et donc, elle sera, je pense, à terme, après mon analyse personnelle à ce niveau-là, peut-être obligée eh bien, de choisir un camp un jour et de basculer dans le camp même de la Chine, de la Russie, même si elle devra faire avec la Chine. Voilà. Parce qu'elle n'aura pas le choix énergétiquement. Voilà, donc ça, on verra bien la suite, mais pour l'instant, l'Inde reste vraiment neutre dans ce jeu de tension internationale au niveau géopolitique. Voilà, donc ça, c'est vraiment ce que je voulais vous dire également. C'est aussi une bonne nouvelle, hein, parce que ça veut dire que ben, rien n'est joué, je veux dire, sur le plan de la dominance entre l'Occident et donc c'est un peu équilibré, on va dire peut-être. Voilà, donc ça permettra toujours peut-être, grâce à cet équilibre, de préserver une paix. Voilà, c'est tout ce que je peux voir de positif dans cette éventualité par rapport aux choses actuelles. Voilà. Ensuite, donc, ce que je voulais vous dire, oui, effectivement, donc on voit que là, la Chine et la Russie sont quand même des pays très isolés. C'est-à-dire qu'au niveau occidental, on voit que c'est les Occidentaux qui dominent largement le commerce, les échanges internationaux. C'est pour ça qu'il y a la force du dollar. Sauf que ça, c'est actuellement le cas, mais ce ne sera plus le cas dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, c'est sûr. Et pourquoi? Simplement parce qu'aujourd'hui, nous, en Europe, nous sommes totalement en perte de vitesse. C'est-à-dire qu'on est en train de vivre une crise, et je ne vous apprends rien, hein, vous le savez tous, qui est multifactorielle. On vit la crise énergétique, on vit une crise financière aujourd'hui, vous le voyez bien avec la crise bancaire qui secoue les marchés européens, hein, même si Bruno Le Maire et compagnie sont en train de nous dire que les marchés bancaires européens sont très forts, ça ne nous a pas empêché qu'on a le Crédit Suisse qui a coulé derrière, enfin, avec la crise bancaire aux États-Unis. Le Crédit Suisse a coulé, je rappelle que c'est une banque suisse. Et on a également là une banque allemande, la Deutsche Bank, qui commence un peu à battre de l'aile au niveau des actions bancaires, sans compter les banques françaises comme BNP Paribas, Société Générale et tout, qui ont perdu de l'ordre du moins 12, entre moins 12 et moins 15% sur leurs actions bancaires en une semaine. Bon, donc soit dit, mais allez, pour le reste, on va dire que c'est solide, dans le meilleur des mondes, comme d'habitude. Il faut surtout pas dire la vérité qui fâche. On va rester là-dessus. Donc déjà, nous avons une crise financière, une crise énergétique, nous avons une crise inflationniste, là je ne vous apprends rien non plus, on est en deuxième trimestre rouge. On a peut-être une crise, on va voir, qui va nous amener au choc pétrolier, puisque nous avons 30% de notre pétrole qui a été livré par la Russie à la base, qui a été coupé net quasiment du jour au lendemain avec les sanctions internationales. Et nous avons également une crise au niveau social. Puisque là, c'est quasiment la révolution, la révolte, avec la retraite, enfin, mais qui en fait
qu'un prétexte pour les gens pour exprimer leur colère, on l'a bien compris. Donc c'est pour ça que les investisseurs, s'ils sont pas fous, jamais ils vont investir dans l'Europe désormais. Ce serait une folie. Donc ils vont injecter leur argent forcément soit les États-Unis, et encore, je ne suis pas sûr, soit dans la Chine, dans la Russie. Alors la Russie est en guerre, donc c'est un peu compliqué d'investir sur la Russie, mais en tout cas la Chine. Et justement, la Chine, comme par hasard, c'est le yuan qui risque de dominer dans les années à venir. Donc il y a de plus en plus de chances que les investisseurs étrangers se tournent de plus en plus vers la Chine, qui devient incontournable au niveau des échanges commerciaux, on l'a vu, mais également au niveau de la production. Et c'est pour ça que là maintenant, je vais vous parler de tout ce qui est production, parce que donc la Chine, je rappelle que c'est la première productrice de métaux rares et de minerais indispensables justement pour les composantes technologiques. Et donc là, j'ai un article de Europe 1, donc comment la Chine domine-t-elle le marché mondial du lithium? Et le lithium, je rappelle, c'est le composant indispensable pour construire les batteries électriques au niveau de la transition énergétique. Et c'est la Chine qui domine ce marché. Bon. Et c'est pas tout, c'est pas, elle a énormément de minerais rares sur son sol. Pareil, comme par hasard, la Chine, c'est également la leader dans tout ce qui est la production de produits électroniques, électroménagers. Donc là, j'ai un article de French.news.cn, la Chine, leader mondial de la production et des ventes de produits électroniques de consommation. Comme par hasard, hein, mais bon, c'est normal, puisqu'elle a les minerais pour les produire sur son propre sol. Ensuite, fait non notable, la Chine est la première productrice mondiale d'or et elle a encore découvert un nouveau gisement d'or, là récemment, il y a quelques semaines, sur son sol de 50 tonnes d'or, je crois. Donc on voit bien que la Chine, voilà, et là donc, je suis sur fr.statista.com et regardez donc les principaux pays producteurs d'or dans le monde de 2013 à 2022, et vous avez la Chine en première position, derrière vous avez l'Australie, et en troisième position vous avez la Russie. Et derrière, vous avez en quatrième position les États-Unis. Donc la Chine et la Russie sont les plus gros détenteurs d'or au niveau mondial. Ensuite, vous avez également la Chine, elle est quoi? Les premières productrices de viande porcine, de caviar, de thé et surtout de blé, c'est-à-dire au niveau de l'agriculture. Donc on voit que la Chine, elle a absolument toutes les ressources à disposition pour être en autarcie, sauf l'énergie. Et devinez qui est leader quasiment dans l'énergie, hors monde occidental, eh bien c'est la Russie. Donc là on va voir, je passe à la Russie. Et donc la Russie de son côté, elle, donc j'ai un article, là je me suis allé sur geo.fr, quels pays sont les plus gros producteurs de pétrole au niveau mondial? Eh bien la Russie est juste derrière les États-Unis. Les États-Unis sont en première position, et vous avez l'Arabie Saoudite également qui est en deuxième position, et en fait quasiment à titre égal, donc c'est un peu le combat à l'ex-aequo entre la Russie et l'Arabie Saoudite en termes de production de pétrole. Ensuite, la Russie, c'est également la deuxième productrice de gaz naturel au niveau mondial. Donc là, j'ai l'article voilà, de transitionénergie.com. La Russie est le deuxième producteur mondial de pétrole et de gaz. Ça daté du 22 février 2022, vous voyez. Donc, c'est-à-dire que la Chine, la seule ressource qui lui manque, c'est l'énergie. Elle est alliée avec la Russie, tout va bien. La Russie lui fournit les ressources énergétiques. C'est pour ça que la Chine a augmenté, a boosté d'ailleurs ses partenariats économiques avec la Russie en 2022. C'est pas pour rien, on le voit là. Et surtout, la Russie, c'est quoi? C'est également la troisième productrice de blé au niveau mondial, derrière la Chine et l'Inde. Donc là, on est en train de voir quoi? On est en train de voir que, ok, la Chine a tout à gagner en s'alliant avec la Russie. Et de son côté, je rappelle que la Russie, elle, donc, elle a effectivement les ressources énergétiques, mais par contre, elle manque cruellement des ressources technologiques. Et à la base, avant tout ce bazar avec la guerre Russie-Ukraine, elle comptait sur les Européens, qui étaient les premiers partenaires stratégiques commerciaux de la Russie, pour justement, eh bien, se faire livrer des composants technologiques. Je rappelle que l'Europe, elle, de son côté, à l'agriculture, est très très forte, très autonome en agriculture, notamment la France, on le voit bien avec nos champs, nos agriculteurs. Mais par contre, nous, on a un savoir énorme en technologie. Et avec la mondialisation, eh bien, nous, notre savoir technologique permettait de produire sur le sol européen des technologies que l'on livrait par la suite en Russie. Sauf qu'avec la guerre Russie-Ukraine et les sanctions, tout ça s'est arrêté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, en Europe, eh bien, on a le savoir-faire technologique, on a l'agriculture pour manger, ok,
sauf qu'on n'a pas les composants, on n'a pas les ressources, on n'a rien en termes, que ce soit au niveau d'or, que ce soit au niveau de l'énergie. L'énergie, on le voit bien, on est en train d'avoir des pénuries d'énergie dans tous les sens, et également sur les composants technologiques. Et donc, ce qu'on voit bien, c'est que la Russie, eh bien, va pouvoir compter sur la Chine pour justement, eh bien, avoir des livraisons technologiques. C'est-à-dire que sur le long terme, la Russie, elle est 100% gagnante par rapport à nous, les Européens, puisque elle va pouvoir compter sur la Chine pour justement se faire livrer tout ce que nous, auparavant, c'était l'Europe qui lui livrait. Voilà. Et nous, l'Europe, eh bien, on va compter sur les États-Unis. Mais le problème, c'est que les États-Unis, pareil, ils ont l'énergie, d'accord, mais ils n'ont pas les technologies. Parce que les technologies, je rappelle, c'est justement le sujet, c'est les tensions entre Taïwan et les États-Unis, c'est justement sur fond de semi-conducteurs. Là, j'ai l'article de Marianne.net, regardez, semi-conducteurs entre les États-Unis et la Chine, la guerre des puces a déjà eu lieu. Vous voyez, c'était au 4 mars 2023. Voilà. Parce que justement, les États-Unis, ils ont tout également, sauf justement la production des semi-conducteurs. Et d'ailleurs, si Joe Biden a lancé un plan de relance de 1900 milliards de dollars, c'est pour délocaliser toutes les entreprises technologiques mondiales sur le sol américain, pour pouvoir justement être autonome dans les années qui viennent sur le marché des puces électroniques, pour concurrencer la Chine. Voilà. Bon. Donc, ce que je veux dire, c'est que par là, c'est que quand vous avez vu dans le classement des importations et des exportations au niveau des pays, eh bien, les exportations et les importations sont largement dominées par les pays occidentaux. Mais pas pour longtemps, parce que justement avec la crise que nous vivons en Europe, je rappelle, multifactorielle, eh bien, les investisseurs vont avoir de moins en moins envie d'investir en Europe, surtout depuis quand? Depuis que nous avons gelé les avoirs russes en dollars sur le sol européen. Je crois que c'est 300 milliards de dollars on leur a volé, c'est vraiment du vol, je rappelle, hein, puisque nous avons confisqué des avoirs qui n'étaient pas à nous, qui étaient à notre pays. Donc, quelque raison que ce soit au niveau moral, etc., on a volé cet argent. Donc, ça veut dire que les autres membres, les autres pays qui ont également des... Parce que je rappelle que le dollar, l'euro, ce sont les plus grosses réserves au niveau des devises étrangères mondiales, au niveau des banques centrales. Donc tous ces pays-là, quand ils ont vu ça, ils se sont dit, mais si ça arrive à la Russie, demain, si nous, notre pays n'est pas conforme à la politique occidentale, eh bien on pourra se faire voler nos avoirs. Ça veut dire que là, ça a été une erreur magistrale pour l'Occident, c'est qu'elle a déclaré à tous les autres pays, vous ne pouvez pas avoir confiance en nous, dans nos devises, parce qu'on peut vous les voler du jour au lendemain. C'est ça. Et donc, c'est pour ça que tous ces problèmes concentrés qui s'empilent les uns sur les autres font que la fin du dollar est amorcée, puisque si l'Europe n'est plus attractive pour les investisseurs, ça veut dire que l'euro va s'effondrer. Et si tout l'euro s'effondre, donc là déjà c'est la fin des haricots, hein, clairement pour l'Europe, il y aura une hyperinflation comme dans les pays en crise économique. Et donc les États-Unis et leur dollar ne pourront plus s'appuyer sur leur partenaire économique qui est l'Europe. Voilà. Et donc, dans tous les volumes d'échanges que vous avez vus, tous les pays occidentaux européens vont être rayés de la carte sur le plan économique. Hein. Je dis bien sur le plan économique, et n'auront plus de poids, du moins plus le même poids qu'avant en termes économiques, pour aider les États-Unis dans leurs partenariats, dans leurs échanges commerciaux. Voilà. Et donc maintenant, quand on parle des devises, c'est pour ça que j'ai fait également le point sur, eh bien, j'ai trouvé donc grâce à latribune.fr, dans cet article-là, je vous montre, latribune.fr, donc le dollar est de plus en plus chahuté, mais reste le maître du monde. Donc là, c'était au 20 juillet 2022, c'était avant donc, tous ces événements-là, c'était même avant la crise énergétique, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Là, je peux vous dire que le dollar est de plus en plus chahuté, il ne restera pas le maître du monde, parce que, comme donc là, c'est justement dans cet article de latribune.fr, ils ont fait ce graphique, je trouvais vraiment très bien, et j'ai repris, hein, donc la source, c'est bien latribune.fr, le crédit, j'insiste, et donc, regardez l'évolution. Donc là, on a l'évolution du dollar, de l'euro et de toutes les autres monnaies principales étrangères depuis les années 2000. Et donc, le dollar représentait 71% des réserves de change mondiales au niveau des banques centrales en 1999. En 2021, ce chiffre est tombé à 59%. Donc on voit bien qu'il y a une tendance vraiment à la baisse dans la confiance qu'accordent les banques centrales dans le monde au dollar, parce qu'il y en a de moins en moins dans les stocks des banques centrales. Et pareil pour l'euro. L'euro, regardez, il était faible au début, à sa naissance. Ensuite, il y a eu une explosion de l'utilisation de l'euro. Et regardez ces dernières années, depuis 2015, on a une baisse des volumes en euros au niveau des réserves de change mondiales.
Et regardez, pareil pour la livre sterling des Britanniques, pareil pour le yen japonais. Encore que le yen japonais a repris des forces, on le voit ces dernières années. Mais par contre, regardez les autres valeurs, les autres monnaies étrangères dans le monde, où elles ont largement commencé à augmenter leur volume en termes de stock. Et surtout, regardez le yuan chinois. Le yuan chinois, depuis 2015, il commence à largement grignoter des parts du marché en termes des monnaies étrangères. Et là, il y a tout à parier que l'axe avec l'alliance entre la Russie et la Chine, cette part-là de yuan, elle va littéralement exploser dans les 5 à 10 ans qui vont venir. Donc c'est pour ça que je ne serais pas étonné que dans les 5 à 10 ans qui viennent, on ait une chute. Alors déjà, l'euro, je pense qu'on va vraiment avoir une chute catastrophique, je pense spectaculaire, de ces devises-là dans les années qui viennent, avec la crise énergétique et tout. Le dollar suivra également. Voilà. Et donc, ce qu'on peut voir également, donc en conclusion, je passe à la conclusion, c'est qu'effectivement, c'est que l'alliance économique entre la Russie et la Chine, c'est ça qui va vraiment mettre le feu aux poudres pour le dollar et l'euro, qui était déjà en situation, vous voyez, en tendance de baisse. Ça veut dire en baisse de confiance également de la part des banques centrales mondiales. Et donc, le yuan va devenir de plus en plus attractif au niveau mondial au fur et à mesure que les pays voudront échapper à la tyrannie du dollar. Parce que je rappelle que c'est vrai que les Américains ont de plus en plus une politique d'ingérence en termes des pays, dans les pays, même au niveau des crypto-monnaies. Ils veulent pas que certains pays utilisent des crypto-monnaies comme le Salvador par exemple, alors que normalement ils n'ont rien à voir avec la politique interne du Salvador. Si le Salvador veut utiliser le Bitcoin, pourquoi les États-Unis devraient interdire le Salvador d'utiliser le Bitcoin? On voit qu'il y a vraiment des problèmes d'ingérence des États-Unis de partout et que ça commence à exaspérer vraiment tous les pays qui veulent échapper justement à la tyrannie du dollar et surtout du pétrodollar. Et oui. Et donc, en parallèle de ça, effectivement, la confiance se dégrade de plus en plus pour la santé financière mondiale, mais surtout financière occidentale. Parce que je rappelle que là, la crise bancaire, elle vient d'où? Elle vient des États-Unis. Ça, c'est l'ironie du sort, parce que les États-Unis sont les dominants, les maîtres du monde avec leur dollar, mais leurs banques sont les plus fragiles, parce que la crise bancaire vient de là. Et deux fois en plus. Financière 2008, ça venait de la banque Lehman Brothers aux États-Unis, et la deuxième crise financière, ça vient encore des États-Unis. Donc on peut voir que c'est quand même assez ironique. Et donc nous, en Occident, eh bien, on fait face à toutes les crises jamais connues, mais en même temps, donc énergie, pétrole, inflation, chute de la valeur de l'euro, voilà, crise bancaire, crise sociale surtout. Et donc pour ça, quand j'insiste vraiment là-dessus, la question c'est pas de savoir si le dollar va perdre de la valeur, mais quand. Quand il va perdre sa dominance monétaire. Voilà, et donc là, j'ai un petit tweet de Eric Nesh qui montre justement en fait le départ, la sortie de Xi Jinping, juste avant qu'il rejoigne en fait sa voiture pour le conduire à l'aéroport pour retourner en Chine, et donc il est raccompagné par Vladimir Poutine, et ils échangent des propos que je vous montre là. Donc je vous traduis ce qui s'est dit, c'est tout simplement, donc c'est Xi Jinping qui a déclaré à Vladimir Poutine, en partant, qu'un changement qui n'avait pas eu lieu depuis 100 ans arrive et nous en sommes les leaders. Donc ça veut dire qu'il parle de quoi? Il parle justement du dollar. C'est-à-dire qu'en 100 ans, eh bien, ils annoncent qu'il va y avoir un changement de dominance monétaire. Ils en sont les leaders, lui, Xi Jinping et Vladimir Poutine également. Donc Vladimir Poutine a dit je suis d'accord avec ça. Et on a vu après le respect avec lequel ils se sont dit au revoir. Bref, je trouve que vraiment ces protocoles-là, c'est symbolique, mais on voit qu'il y a vraiment un respect entre ces deux personnages qu'on ne trouve pas en Occident. En Occident, on voit que nous, on est un peu des clowns, hein, j'ai envie de vous dire. Vraiment, c'est triste à dire, mais c'est... Voilà.
Donc, sur ce, eh bien, écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez appris des choses. Si vous êtes d'accord, bien évidemment, avec ces propos, avec ce que je vous ai annoncé comme information, etc., n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord, ce que vous en pensez également, parce que vous avez le droit de ne pas être d'accord. Nous sommes là pour en discuter, pour débattre également, parce que je rappelle, je n'ai pas la science infuse, hein, encore une fois, et que tout ce que mes recherches que j'ai fait, c'est ok, il y a des recherches, mais je peux me tromper également, bien évidemment. Voilà, donc surtout, n'hésitez pas à mettre un like, un j'aime si vous avez aimé, à vous abonner à ma chaîne, à partager. Et puis moi, je vous retrouve pour d'autres vidéos une prochaine fois. Ciao, la bise.